m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à votre conférence. C'est vrai que les directeurs en ont pris un petit peu pour leur grade là, dans ce que vous avez pu évoquer précédemment. Alors, je ne partage pas évidemment tout ce qui est vécu, mais j'entends bien le vécu des uns et des autres. Et c'est important qu'il puisse y avoir cette expression, et je vous remercie d'avoir pris cette initiative. Moi, j'interviendrai, si vous le permettez, un petit peu de manière décalée par rapport au sujet, en qualité de coordonnateur du comité éthique de la Fédération hospitalière de France, qui est un comité qui rassemble une petite vingtaine de personnes, à la fois des professionnels de santé, médecins, soignants, directeurs d'hôpital, directeurs de soins, des usagers, des représentants des familles d'usagers, des personnalités extérieures, sociologues, philosophes, autres personnes ressources, des élus, membres de conseils de surveillance, voilà, enfin, un ensemble de personnes avec une pluralité de regards. Et alors, nous nous sommes interrogés sur un sujet un petit peu connexe tout au cours de l'année 2021, mais qui résonne avec tout ce que vous avez pu évoquer ce soir. Nous nous sommes interrogés sur ce qui fonde la base éthique de notre système de santé, les valeurs éthiques qui sont le soubassement du système de santé, comment ces valeurs avaient été challengées, impactées par la crise sanitaire de la Covid, et quelles propositions on peut faire. Donc c'est dans ces éléments de perspective où je me situe. Un premier élément de perspective que nous avons repéré comme une proposition forte, une des 9 propositions que nous avons faites, c'est qu'il faut qu'il y ait des retours sur cette expérience inédite, unique, qui a bouleversé à la fois notre système de santé parce qu'il a mis en tension le système hospitalier, il a mis en tension par la suite le système ambulatoire, et puis il y a des impacts sociaux, sociétaux, économiques, politiques, enfin, qui sont de grande importance et qui n'ont pas fini d'ailleurs de donner tous leurs effets, parce que d'autant qu'on est dans une suite de l'épidémie. Donc on est dans une continuité des vagues. On pensait en avoir fini après la première vague. Et puis quelques mois plus tard est survenue la deuxième. Et puis après la deuxième, quasiment immédiatement, il y a eu la troisième, la quatrième. À un moment, on ne savait plus si on était dans la cinquième ou déjà dans la sixième. Et aujourd'hui, on parle déjà de septième vague. Voilà. Et la huitième, elle ne demande qu'à venir. Elle est déjà en Chine et on ne voit pas pourquoi, si elle est en Chine à nouveau, avec des grandes régions, des grandes métropoles qui sont confinées, ça ne reviendrait pas aussi en Europe sous une forme ou sous une autre. Voilà. Donc, ce retour sur expérience que vous faites, il est très important et on ne l'a pas suffisamment fait. Et une de nos propositions, ça a été de dire qu'il faudrait qu'il y ait ce retour sur expérience qui soit organisé à différents niveaux, local, territorial, régional et bien sûr national. Et que ça donne lieu à un débat et qu'on apprenne de ces retours sur expérience pour faire face aux crises qui vont survenir. Il y aura d'autres crises sanitaires, peut-être climatiques, peut-être humanitaire ou peut-être à nouveau épidémique. Autre proposition qui rejoint aussi des propos qui ont été échangés ce soir, c'est la nécessité de renforcer la réflexion éthique et les structures éthiques. Parce que un des fondements éthiques du système de santé nécessite que nous puissions organiser la réflexion éthique et que nous puissions y consacrer le temps nécessaire. On le voit bien ce soir.
On prend du temps les uns et les autres à échanger, à écouter, à réfléchir, à partager, sans avoir de solution, parce que le débat éthique, on sait bien, c'est pas de trouver des solutions, c'est d'abord de partager des questionnements et de partager du vécu par rapport au questionnement. Donc, ça nous semble tout à fait essentiel, à nous, Fédération hospitalière de France, que le système de santé privilégie une place à l'éthique. L'éthique comme un élément du soin. Et je dirais, moi, en tant que directeur, comme un élément du management, parce que je crois en l'éthique du management. Et ce que j'ai entendu ce soir m'a heurté par rapport à certains de vos propos, parce que moi, ce n'est pas ma manière de manager. Autre proposition que nous avons faite, c'est de redonner du sens au travail, du sens aux professionnels. Et c'est vrai, vous l'avez évoqué, plusieurs d'entre vous, la perte de sens aujourd'hui. Alors, il y avait une crise qui préexistait, une crise hospitalière qui préexistait à la crise sanitaire. La crise sanitaire, finalement, elle a été révélatrice de certaines faiblesses, mais aussi de certaines forces. L'adaptabilité du système hospitalier, la flexibilité des équipes, la solidarité entre les professionnels, entre le privé et le public, parce que ça a existé dans certains territoires, la solidarité entre les régions, avec les transferts de patients entre régions, entre nations. Il y a eu des transferts entre l'Allemagne et la France, entre la Belgique et la France. Donc il y a des éléments de force qui ont été révélés, et il y a beaucoup d'éléments de faiblesse, évidemment, qui se sont acutisés aussi avec cette crise épidémique. Et donc il faut pouvoir retravailler tout ça, redonner du sens, en fait, trouver de la résilience, améliorer la résilience du système, à la fois des individus, en les aidant à dépasser leurs souffrances, à se reconstruire, à repositiver, à retrouver confiance dans le système hospitalier, dans leur métier, dans leur mission. Et donc, ça suppose aussi de revaloriser, bien sûr, les métiers de la santé, les revaloriser davantage. Revaloriser, ça veut dire donner de la valeur. Ce n'est pas uniquement une affaire financière. Bien sûr que c'est aussi une affaire financière quand on compare, par exemple, les rémunérations des infirmiers entre les infirmiers allemands et les infirmiers français, les infirmiers suisses et les infirmiers français. Donc, ces éléments-là sont importants, si vous voulez. Il nous semble aussi qu'il faut penser territoire, il faut donner des marges d'action au terrain. Pendant la phase Covid, il y a eu une verticalité de la décision. Il y a eu une uniformisation des réponses, alors que les situations selon les territoires n'étaient pas les mêmes. Et que la réalité permettait en fait la flexibilité, l'adaptation des organisations, la souplesse. Moi, j'ai entendu pas plus tard qu'il y a 2 jours, une aide-soignante dans un de mes EHPAD qui me dit bah, « Écoutez, monsieur le directeur, je vais vous le dire, on avait l'interdiction de faire rentrer les familles quand il y avait un résident qui était sur le point de décéder. Ben, moi, j'ai enfreint la règle et j'ai permis à des familles d'assister leurs proches en fin de vie. » Je lui ai dit, vous avez bien fait. Voilà. Donc, il faut pouvoir donner de la marge au terrain. Il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Et ça, c'est vrai que ça nous a manqué. C'était aussi de donner de la reconnaissance, que de permettre au terrain de prendre des initiatives, de ne pas se conformer à une règle unique et inique. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on a échangés dans le comité éthique qui résonnent, me semble-t-il, par rapport aux propos que vous avez échangés. Et puis, je voudrais revenir sur une intervention d'une des personnes qui était dans votre salle, sur l'importance de la démocratie en santé.
Pendant cette crise, la démocratie en santé, elle a été mise en sommeil. Nous en avons fait le constat, ça a été aussi relayé par France Assos Santé, dans un rapport qui a été rendu il y a déjà quelques temps. Et nous estimons à la FHF qu'en temps de crise, la démocratie, elle ne doit pas s'arrêter. Qu'elle est plus que jamais nécessaire encore en temps de crise. Justement pour qu'il y ait un débat. Et que quelque part, face à la décision, il puisse y avoir une réflexion collégiale. Il puisse y avoir de la pédagogie, en tout cas, où on explique les éléments de la décision, pourquoi on va prendre telle mesure. Et entendre s'il y a des observations par rapport à ces mesures qui doivent être prises, quelles observations sont faites et celles qui sont pertinentes pour éventuellement corriger la décision. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes de démocratie qui permettent en fait l'expression de contre-pouvoirs, d'équilibre des pouvoirs, parce que les contre-pouvoirs, finalement, c'est l'assurance d'équilibre des pouvoirs. Et ça nous paraît tout à fait important aussi qu'en période de crise, il y ait cet équilibre des pouvoirs. Voilà. La santé, c'était la dernière intervenante qui faisait allusion avec la nécessité de la prévention. La santé, c'est un concept global. C'est pas seulement le soin curatif ou le soin palliatif ou le soin de réhabilitation. C'est la prévention, c'est l'éducation à la santé. Et donc, c'est des dimensions aussi que doit prendre en compte le système de santé auquel il doit s'adapter, des missions nouvelles qu'il doit pouvoir assurer, qui doivent être financées, bien évidemment, qui doivent être reconnues, pour lesquelles aussi il faut des professionnels. Alors, c'est vrai que dans la situation actuelle, tout ça a une résonance particulière parce que nous sommes tous établissements de santé, particulièrement nous, établissements publics, confrontés aux difficultés de recrutement médical, paramédical, avec aussi des personnels qui sont en souffrance, qui sont épuisés, qui subissent des burn-out, donc qui derrière peuvent être dans des stratégies finalement de fuite, hein, face à une tension, on peut être dans une stratégie de fuite, alors ça peut être de l'absentéisme, mais là c'est la maladie. Ça peut être la démission parce qu'on veut choisir une autre profession, on va vers une autre profession. Donc on a cette situation qui se rajoute aux difficultés existantes et qui interroge encore plus l'éthique et le sens de l'éthique dans notre travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Pascal Forcioli, pour votre intervention. Et on est désolé d'accélérer un peu parce que l'heure tourne. Si ça vous convient, on va dépasser de quelques minutes l'heure prévue. Mais j'ai juste une petite question. Vous parliez je ne sais plus vos termes exacts, mais d'augmenter la marge de manœuvre des acteurs sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qui peut être mis en place en ce sens? Et est-ce que vous pensez que la démarche éthique locale puisse avoir un rôle à jouer à ce niveau? La démarche éthique, c'est une façon d'envisager les questions. Donc, d'éclairer le décideur. Voilà. Et quand on dit donner de la marge d'initiative au terrain, c'est de faire en sorte que, au niveau des établissements, les responsables, qui sont multiples, administratifs, médicaux, non médicaux, travaillent ensemble et de vraies capacités à prendre des décisions qu'ils fabriquent ensemble. Et que ça ne tombe pas tout cuit de circulaires, de Ségur, pour l'ensemble du territoire, métropolitain, ultramarin, corse. Voilà. Je voulais vous faire sourire. Merci beaucoup. Docteur Donata Marra, si ça vous convient de réagir, je vais essayer quelques minutes. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je vais prendre la casquette de quelqu'un qui s'occupe d'étudiants et d'internes. Donc, je vais centrer sur mon focus. En tant qu'ancienne présidente du BIP, du Bureau Interface Professeur-Étudiant, qui a été la première structure de soutien pour les étudiants en santé en France,
qui date d'il y a maintenant presque 17 ans. Et puis pendant 2 ans, j'ai été au Centre national d'appui pour les étudiants en santé, qui avait été décidé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a eu une phase 1 qui a duré 2 ans. Et donc, moi, j'avais des retours, en fait, qui venaient à la fois du BIP et j'avais des retours du Centre national d'appui et de tous les étudiants de France, on va dire, d'une manière un peu générale. Alors, bien sûr qu'on se retrouve, hein, j'en avais discuté par rapport au verbatim que vous avez retrouvé, sur quoi? Sur un certain nombre de choses. Des étudiants propulsés dans des situations et dans un rôle qui n'était pas le leur. Souvent les étudiants paramédicaux qui devenaient effectivement, on passait par-dessus le fait qu'ils n'avaient pas fini leur formation, puisqu'ils devaient effectivement être au charbon. Et d'ailleurs, en parallèle, ceux qui ne pouvaient pas y aller se retrouvaient très culpabilisés de ne pas être au front. Donc, c'est quelque chose qui effectivement était très important. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ça, on voit très bien que la pluralité, hein, vous insistez avec les verbatims sur la diversité en fait, hein, de la manière de l'avoir vécu, et qui est très très différente pour les étudiants en fonction de est-ce qu'ils étaient dans un service où il y avait une équipe et une équipe qui faisait corps. Donc quand il y avait une équipe qui faisait corps, il y avait un nouvel élément qui arrivait, il était jeune, et puis au final, il y avait autour de lui effectivement une espèce effectivement de prise en charge un peu familiale qui était maternante, paternante. On allait au front tous ensemble, et là il y a des étudiants qui ont aimé parce que ça a donné du sens à ce qu'ils faisaient. Ils sortaient de leurs études où tout était à apprendre par cœur, ou en tout cas une grande partie malheureusement, et où ils avaient parfois des services où ils n'étaient pas encadrés, et là d'un seul coup ils étaient une pièce essentielle parmi d'autres. Et souvenir d'un étudiant qui m'appelait parce que catastrophe, il y a quand même des examens, parce que les examens, même s'il y a eu une certaine tolérance, etc., dans plein d'endroits, il fallait les passer. Et puis là, il me dit, moi, j'ai pas envie de travailler parce que finalement, alors là, cette fois, c'était un externe, donc un étudiant en médecine qui faisait fonction d'infirmier et qui dit, non, mais moi, je vous appelle parce que il y a aussi des entretiens au niveau du BIP et puis ailleurs qui étaient d'aide à la réussite. Ben voilà, moi, j'ai pas envie de bosser mes examens parce qu'au final, c'est super intéressant ce que font comme boulot les infirmiers, puisque c'est ce que je fais depuis quelques semaines. Donc, je vois pas pourquoi je me mettrais à bosser pour être effectivement médecin. Bon, ok. Voilà. Donc, et puis, à l'inverse, on a eu effectivement des démotivations, des étudiants qui, au final, ça a été le début de l'arrêt effectivement de leur formation, hein, on le sait. Et pour exemple, je retenais les chiffres. On a fait à l'époque au CNA une étude qui s'appelait CNACOR sur l'impact de la pandémie sur les étudiants, à la fois sur leur bien-être et sur leur motivation. Et il y a eu une deuxième vague d'évaluation qui a eu lieu avec plus de 18 000 étudiants en santé français. Et là-dessus, un an après, quand on leur demande quel a été l'impact de la pandémie sur votre motivation pour vos études, 2/3 ont répondu impact négatif à très négatif sur votre motivation pour faire vos études. Et par rapport à votre motivation sur votre projet professionnel, c'était donc 2/3 dans un cas, et l'autre cas, c'était 1/3 qui avait de négatif à très négatif par rapport effectivement à leur projet professionnel. Donc, l'une des questions qu'on peut se poser dans les perspectives, c'est au final, qu'est-ce que ça donne tout ça pour des étudiants qui, alors soit certains sont partis, notamment un certain nombre de paramédicaux, hein, mais encore à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je ne suis plus à Sorbonne Université, je suis à l'UPEC, à Créteil, et en pratique, j'ai vu une étudiante qui effectivement me dit, moi je suis en 4e année, donc elle commence et elle est dans quand on est dans un service où il y a effectivement une unité Covid, on continue à avoir des gens qui meurent et on commence par des gens qui meurent. Voilà. Alors effectivement, il y a des groupes pour en parler, etc. Mais quand même, on ne s'imaginait pas qu'on allait tomber là-dessus tout de suite. Et là, on fait quoi de tout ça, quoi? Et à quel point ça a un impact aussi quand on regarde ce qui s'est passé par rapport à l'image des différentes spécialités, hein. Je veux dire, les réanimateurs ont été très au devant, effectivement. Les chirurgiens, beaucoup moins, puisqu'effectivement, ils ont rattrapé après un certain nombre de choses, etc. Et là, on se demande, mais finalement, dans les choix des spécialités, comment tout ça va s'articuler? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ou 3 ou 5 prochaines années pour ces étudiants? L'autre chose que je voulais dire aussi, c'était qu'on s'est souvent posé la question, les étudiants, il y a eu le mal-être étudiant, hein, de manière générale. On nous a beaucoup posé la question, souvent au CNA, on se disait, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus au mal-être des étudiants en santé qu'aux autres? On ne va pas faire les Jeux Olympiques du mal-être des étudiants, hein, je veux dire, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de regarder ce qui se passe. Factuellement parlant, dans l'étude, on l'a bien vu parce qu'il y avait une partie qui était semi-qualitative où les étudiants disaient, comme les autres, on s'inquiète parce qu'on ne voit personne, on ne voit pas nos copains, on ne sait pas quand est-ce que les examens vont être passés, on a beaucoup de travail en distanciel, le distanciel c'est difficile, on ne peut pas se concentrer, etc. Et qu'est-ce qui est sorti aussi? C'est, moi j'ai peur de rentrer à la maison,
d'infecter mes parents, j'ai peur de l'attraper moi-même. Et c'est là où on se pose aussi la question de finalement quelle limite en fait on peut mettre ou pas, parce qu'il n'y en a pas eu, sur ce qu'on peut demander à un étudiant qui n'est pas encore effectivement professionnel, qui ne sait pas à quoi il s'expose, et où finalement ce sont ceux qui sont responsables de stage, responsables d'enseignement, qui vont les mettre dans des situations qu'ils n'ont pas choisies ou dont ils n'ont pas conscience complètement des risques, des tenants et des aboutissants. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'il y en aura d'autres, des crises. C'est pas à la guerre comme à la guerre. Je veux dire, c'est OK, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? On les encadre, on les encadre pas. Je vous donne un exemple. Sur le plan international, il y a eu des pays, en l'occurrence, par exemple, au Québec, on les a tous mis à la maison, d'un seul coup. Tous les étudiants, internes compris, ont été à la maison en première intention dans beaucoup de facs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont voulu revenir pour la plupart. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été mis principalement dans des unités non Covid. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on a vécu en France, on est aux antipodes quand même. Donc, il y a vraiment un vrai questionnement sur la place de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on lui fait? Ce sont des jeunes adultes en développement qui ne sont pas conscients effectivement d'un certain nombre de choses. Ils nous font confiance en tant qu'enseignants, en tant que responsables, etc. Jusqu'où? Voilà, jusqu'où on va les mettre là-dedans. Et puis, ça a donné effectivement, juste les verbatims sur les différences de corps de métier. Hein, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que quand il y a une équipe qui fait corps, justement, à jouer sur les mots, mais c'est quand même le cas, à ce moment-là, tout allait bien, ou en tout cas, on avait plutôt les côtés positifs. Tout n'allait pas bien, mais on avait plutôt les côtés positifs. Et quand on était dans une équipe qui ne faisait pas corps, et bien effectivement, on se regardait effectivement en se disant, mais qui fait quoi? On ne se connaît pas. Et je rajouterais que la question qui se pose pour les étudiants, c'est de se dire, mais finalement, comment on fait pour apprendre ça? Que chacun a une place qui est une place respectable, avec des compétences respectables et qui doivent être connues des autres. Et ça, à l'heure actuelle, effectivement, dans les études en santé, c'est pas développé. Je veux dire, ça c'est clair. Et pour finir, je dirais que ça a été quand même un moment où on a vu, on est souvent intervenu quand on était au CNA, hein, je veux dire là-dessus, on a vu quoi? On a vu une psychiatrisation à outrance des problèmes. C'est-à-dire qu'on a effectivement, alors certes, on est en France, on manque de psychologues, on manque de psychiatres, il faut le taper sur la table, il faut le marteler, il faut le hurler. N'empêche que un certain nombre de problèmes étaient liés à des problèmes structurels, qui étaient effectivement structurels. Voilà, on est dans une problématique systémique. Et on nous a mis en avant quand même effectivement plutôt des nombres de psychiatres et de psychologues. Et puis on voit très bien que c'est assez facile hein, de dire d'un côté les fragiles, de l'autre côté les pas fragiles. Moi, j'ai vu un certain nombre d'internes qui, au bout du deuxième stage où vous n'êtes pas encadré, vous faites pratiquement du 7-7, 24-24, là, vous mettez un genou à terre et que tout le monde peut mettre un genou à terre à un moment ou à un autre dans des circonstances pareilles. Et on retombe dans la culpabilisation, la dimension sacrificielle, qui est que je ne me suis jamais autant bataillée pour mettre en arrêt de travail une personne. Les internes, les soignants, hein, je veux dire, sont des gens pour lesquels il faut se battre pour les mettre en arrêt de travail. Hein, parce que sinon, effectivement, tout mon travail va retomber sur les autres. Et on voit des internes, notamment des internes, hein, qui sont scotchés sur la page Facebook du service pour voir ah non, mais ma garde, elle n'a pas été reprise, il faut que je reprenne. Des choses qui sont. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la protection du care vis-à-vis, effectivement, des jeunes soignants et des soignants. Ils n'ont pas le droit d'aller mal, pardon, et voilà, lapsus aussi. Et puis pour finir, je dirais que malheureusement, ça a été, ce qu'on a vu aussi, c'est une explosion de la marchandisation du mal-être. Hein. On a vu tout un tas de propositions qui venaient de structures, d'associations. Voilà, ça passe de non, mais la première consultation est gratuite. Oui, merci. On sait très bien que quand on est psy, la première consultation gratuite, c'est fait pour vous accrocher pour la suite. Enfin bon. Donc, il y a eu vraiment tout un tas de choses qui nous ont fait dire, en tout cas, l'une des dernières propositions du CNA, telle qu'on l'a vécue lorsque j'étais présidente, c'était de dire on a besoin d'avoir effectivement une commission éthique, une charte éthique, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, mais qui regarderait de près tout ce qui est proposé aux étudiants et aux soignants, mais aux étudiants en particulier, de par leur fragilité du fait de jeunes adultes, on leur propose quoi? Avec quelle confidentialité? Est-ce que ce n'est pas effectivement de la marchandisation parce qu'on va leur proposer d'autres choses en parallèle qui sont payantes? Où est-ce qu'on va les hospitaliser? C'est du privé, c'est du public, ça passe par quel circuit? Ça n'existe pas. Et c'est très difficile pour un soignant en général qui ne va pas bien et pour un étudiant encore plus, en interne, de savoir finalement, surtout quand on ne va pas bien, d'avoir du recul là-dessus. Et je dirais même pour nous tous, parce que très souvent, effectivement, toutes ces propositions qu'on a vues émerger ou se renforcer, il fallait vraiment regarder de près pour se dire, quand même, là, quelque chose qui ne va pas sur le plan déontologique, éthique, là, en tout cas,
il faut se poser des questions. Et puis, je terminerai par le secret médical. Quand on ne va pas bien, quand on est soigné, et quand on est soignant, quand on est interne, nous, on voit des internes, on voit des étudiants qui ne veulent pas, en tout cas, consulter. Parce que les accès au dossier, c'est en veux-tu, en voilà. Et donc, on ne va pas aller à la PHP, par exemple, parce qu'on a peur que son dossier soit vu par son chef de service, son collègue, etc. C'est un vrai problème. On l'a martelé pendant 2 ans au niveau du CNA, on le martelait avant, je le remartèle maintenant, quelle que soit la manière quand on me donne la parole. Regardons en face. Je veux dire qu'il y a des pays qui ont fait des efforts pour le secret médical des soignants et des étudiants en santé. Nous, on ne l'a pas fait, je veux dire. Et très franchement, ça n'a pas de sens de continuer à dire il faut qu'ils aillent consulter quand ils sont mal et de ne pas regarder quels sont les freins. Et dans les freins, il n'y a pas seulement le financement, il y a aussi effectivement, et d'autres choses, il y a aussi le secret médical et le maintien du secret médical. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez au moins ouvrir là-dessus, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps, en tout cas moi, ce soir. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Donata Mara, pour votre intervention qui est très riche et très claire. J'ai une question rapide à vous poser. Alors, on sait que c'est difficile pour un professionnel de santé de reconnaître qu'il est lui-même vulnérable. On sait que c'est difficile aussi pour la société de reconnaître que les soignants puissent être vulnérables. Et voilà. Et qu'en est-il de la reconnaissance par un professionnel de santé de la vulnérabilité d'un autre professionnel de santé? C'est compliqué. Moi, j'ai vu des gens très bien avec un code déontologique et éthique voilà, très droit dans leur tête, dire ah, machin, il est fragile, il a fait une dépression. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas formé, qu'on n'est pas sensibilisé au fait qu'on peut déprimer, on peut avoir un burn-out, sans pour autant perdre sa légitimité à être un soignant efficace, fiable, et qui peut effectivement reprendre son travail s'il y a eu un arrêt de travail. Ça, ce sont la discrimination qu'il y a autour des maladies psychiatriques en général, elle existe aussi avec les soignants. C'est quelque chose qui doit se travailler, je dis qu'il doit se travailler, ça se fait dans d'autres pays, ça ne se fait pas encore chez nous, qui doit se travailler dès le début des études, tout comme d'ailleurs la culpabilisation, la dimension sacrificielle, etc., doit se travailler, doit s'aborder dès le début des études. Moi, je sais que quand j'étais responsable du BIP, j'accueillais les étudiants en 2e année en leur disant médecine, là, si ce n'était pas des étudiants en médecine, c'est d'autres, ça peut être 7-7, 24-24. Comment faire pour dire non à 7-7, 24-24 sans être culpabilisé parce qu'on ne fait pas effectivement ce qu'on imaginait être notre job finalement. Et parfois, vous bataillez, parce qu'effectivement, on passe d'un concours hyper sélectif, etc., parce qu'il faut voir d'où on vient. C'est la perspective, effectivement. Voilà, c'est dans cette perspective-là. Et quelquefois, il faut se batailler pour qu'un étudiant qui a continué à travailler selon les mêmes modalités de la première année finisse par se libérer 1 heure par semaine pour faire autre chose. Alors après, c'est effectivement qu'est-ce qui fait qu'on va vers le métier du soin, etc., etc. Mais ça, ce sont des choses qui vraiment, c'est ce qu'on appelle l'empowerment aussi. On pourrait dire ça aussi, l'aide au développement personnel, c'est-à-dire que il devrait y avoir d'abord une augmentation effectivement de l'enseignement en sciences humaines, ça c'est et social, et puis des enseignements qui apprennent finalement à vivre dans ce genre de métier en développant effectivement un certain nombre d'outils personnels. Il n'y en a aucun qui est plus efficace que d'autres, mais à chacun effectivement de trouver ses outils et d'accompagner en fait les étudiants. On est dans un pays où l'accompagnement des étudiants n'est pas quelque chose de très développé. Il y a quelques formations qui ont fait ça à certains moments, mais en tout cas dans les formations à santé, l'accompagnement n'est pas développé. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner peut-être le mot de la fin à Franck Ferrari, qui a notamment, en plus d'être infirmière et secrétaire, a créé avec Michel Lévy-Soussan une cellule de coordination éthique. Je te laisse la parole. Ouais, merci. Je vais vite. Bonjour à tous. Effectivement, sur le programme, il y a marqué coordinateur des dons d'organes. C'est mon métier depuis des années, mais je suis évidemment infirmier de formation. Alors, je vous fais une présentation un peu hybride. Je vais parler d'une expérience qui a provoqué une perspective, enfin, en tout cas, une expérience
de perspective. J'étais, comme Pauline, un infirmier de réanimation avant d'être coordinateur des dons d'organes. Donc j'ai été naturellement, je suis retourné en réanimation pendant la première vague et pendant les autres d'ailleurs, et après. Mais pendant cette première vague, comme tous, on n'a pas forcément réfléchi, etc. Et puis à la sortie de la première vague, je vous fais très rapide, on s'est retrouvé un groupe de collègues, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, etc., à se dire, non, là il s'est passé des choses, il faut peut-être qu'on s'arrête un moment et qu'on se dise, si ça se reproduit, on ne veut pas que ça se reproduise. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On ne va pas attendre que ça vienne du haut, parce que peut-être que le haut, ils sont très occupés, ils ont des réunions de crise tous les jours, ils n'ont pas que ça à faire. Peut-être que nous, on peut décider qu'on peut peut-être créer, nous, quelque chose qui arrive du bas et qui aide le bas, parce que c'était ça l'idée. Alors, juste pour revenir en arrière, en réanimation, donc moi j'étais en réanimation, les toutes premières règles ont été perçues pour nous, certaines très injustes. Par exemple, pas de famille pendant la fin de vie, pas de toilette après famille. Voilà. Et en fait, le hasard a fait qu'avec une collègue, on lisait un texte de Gisèle Halimi, que vous connaissez probablement, qui est décédée, mais et dans ce texte, elle disait une phrase qu'on a trouvée merveilleuse et qu'on a ensuite imprimée et qu'on a déposée dans la salle de poste de l'AREA, qui disait « Désobéir à une loi injuste, ce n'est pas désobéir ». Et on a donc décidé, d'un commun accord, en équipe, de désobéir à certaines lois qu'on estimait, enfin certaines règles qu'on estimait injustes, dont entre autres on faisait des toilettes, on n'a pas été les seuls à le faire, mais juste pour dire qu'on a désobéi aussi et qu'on l'a parfaitement assumé. On a fait les toilettes des patients décédés, on a fait venir des familles en les protégeant parce qu'il fallait aussi les protéger. Bref, tout ça pour dire que on est sorti de là et on a dit il faut réfléchir à ce que si ça se reproduit, si on a une deuxième vague et si on a une troisième, et on ne savait pas à ce moment-là, on était au mois de juillet, juste après la première vague, un peu rincé de l'histoire. Et puis aussi, on avait vécu, nous, des réanimateurs en pleine nuit, devoir prendre des décisions tout seuls. Et j'ai beaucoup d'amis réanimateurs et on a beaucoup discuté. Et ils disaient c'était très dur de devoir prendre ces décisions tout seul. On a dit ok, il ne faut pas que ça se reproduise et il faut qu'on trouve une solution, un système, quelque chose qui permette non pas de proposer une cellule d'aide à la décision, qu'on a tout de suite dit ce ne sera pas ça, ce n'est pas le travail d'un groupe de collègues, mais peut-être une cellule qui pourrait soutenir et aider à exposer le problème sur différentes facettes de manière à ce que quand on a déposé le problème et qu'on l'a étalé complètement, le médecin en charge du patient et son équipe peut peut-être prendre une décision un peu plus éclairée. Voilà, c'est parti de là. On était un groupe de collègues et du coup, on a voté. Bref, ça s'est appelé cellule de support éthique. Moi, je suis un peu d'accord avec Vianney. Je trouve que l'éthique, c'est un peu trop employé facilement. Puis des fois, ça m'agace. Je trouve que c'est pas de l'éthique, c'est d'autres problèmes. Mais ça, c'est pas le problème. Par contre, on n'a pas fait de réticence éthique. Au contraire, on a accueilli tous les dilemmes, etc. en disant on accueille tout ce qui vient et on dit ce qu'on ne fait pas, donc on ne prend pas de décision pour les autres, mais par contre, on essaie d'accompagner la pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité et peut-être aussi, pour respecter la commande de Anne-Caroline et de Paul Loup, dans une des verbatims, une des secrétaires fait valoir, je peux le lire si vous voulez, on a le temps, juste, elle dit cette espèce de différence, nous, on est directement avec les patients et toi, tu ne l'es pas. Elle n'existe pas forcément. La pression qu'ils ont, eux, subie, nous, on l'a d'une autre manière. Et donc ça, c'est une secrétaire qui dit ça. Et ce que ça montrait, c'est que, alors bon, évidemment, moi, j'avais le beau rôle, j'étais infirmier en première ligne. Donc évidemment, mais je ne disais pas que mes collègues secrétaires, elles n'étaient pas potentiellement aussi impactées par cette situation. Et finalement, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut réconcilier la première ligne et les autres lignes? Et on s'est dit, il faut créer une ligne de soutien entre les premières lignes et les autres lignes, parce que les autres lignes nous soutiennent en réalité aussi. Et donc, ça s'est fait comme ça, cette cellule de support éthique. Et par ailleurs, pendant toute la première vague, les aides-soignants, les infirmiers aussi, mais pas particulièrement les aides-soignants, ont été très malmenés dans les prises de décision, c'est-à-dire qu'ils n'y ont pas participé du tout. Ils n'y participent pas déjà beaucoup, mais là encore moins. Et juste, Angélique, juste dire une chose, le métier d'aide-soignant, non, ce n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier magnifique, merveilleux, et les aides-soignantes devraient prendre plus souvent la parole.
Et le rôle de cette cellule de support éthique, c'est aussi de dire, vous voyez, on est un binôme, un médecin, donc Michel est médecin, moi je suis infirmier, on est un binôme médecin-paramédical, mais les paramédicaux aussi, j'aime pas trop ce terme, les paramédicaux, mais les autres soignants non médecins prennent la parole et peuvent le faire de manière pertinente et on peut vous accompagner à le faire parce que parfois l'aide-soignante a une information qui est tellement indispensable à la prise de la décision qui va suivre par le médecin. L'idée, ce n'est pas de remplacer la décision médicale, bien sûr, mais par contre, le médecin peut être influencé par une prise de parole d'un aide-soignant ou d'un infirmier. Et donc, cette cellule de support éthique, elle a été créée aussi pour ça, pour accompagner nos collègues. Et d'ailleurs, depuis, donc ça fait 1 an et demi maintenant, elle a beaucoup évolué. Il n'y a pas que des soignants, il y a des patients partenaires, il y a des aumôniers, il y a des juristes dans cette cellule de support éthique. Il y a plein de gens, des non-soignants, parce que c'était important aussi d'avoir une vision pas trop, voilà, parce que nous, les infirmiers, les soignants, on est un petit peu comme ça dans notre carcan de soignants. Alors, on avait besoin de se faire ouvrir l'esprit par les aumôniers, par tout le monde, pour dire attention, vous avez une vision, mais ce n'est pas la seule vision de la situation et ce n'est pas la seule vision du patient. Et donc voilà, je fais vite, mais juste dire qu'elle évolue encore. Au début, il y avait des astreintes, on se déplaçait à 2 dans l'équipe qui était en difficulté, à 2 toujours un médecin et un soignant non médecin. Finalement, ces astreintes jour et nuit ont stoppé parce que d'abord c'était très épuisant pour tout le monde et puis qu'on était nous-mêmes épuisés, qu'on continuait à garder nos rythmes en réanimation, etc. Moi j'étais de nuit, mais on a gardé tous les vendredis, on se réunit et les équipes parfois viennent elles-mêmes présenter les situations, ce qui est un moment parfois très difficile parce que c'est difficile d'une équipe de se mettre à nu face à une assemblée qui ne sont pas que des soignants. Voilà, il y a des règles qui sont posées, bien sûr, hein. L'anonymat, on ne donne pas le nom du patient et puis chacun est bienveillant. Mais c'est une structure qui marche bien, en tout cas dans notre hôpital. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit reproduite ailleurs, mais elle marche bien chez nous parce que voilà, on a le but commun d'essayer de trouver la meilleure solution pour le patient, ou parfois la moins pire, parce que des fois, ce n'est pas la meilleure, des fois, c'est la moins pire de toutes. Voilà. J'ai essayé d'aller très vite, hein, donc je n'ai pas tout dit. Mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. C'était formidable, ton intervention. Peut-être pas exagéré. Comment? Peut-être pas exagéré. Alors, on ne vous a pas trop laissé la parole publique. Si vous avez une question, on peut peut-être prendre le temps, prendre 2-3 minutes si l'un de vous... je peux faire 2 minutes. Alors, Diane, peut-être le dernier mot, ou peut-être Pascal. En fait, je voulais juste revenir sur mes cellules de réticence éthique. Ce que j'entends évidemment, on a été dans le même fonctionnement auprès des soignants. Ce que j'entendais par cellules de réticence éthique, c'est attention, cette toute-puissance du Covid permettait inciter certaines personnes à être extrêmement péremptoires dans des décisions sur de mauvais arguments et pour des mauvaises raisons. Mmh. Et je pense que c'était l'idée de cette réticence éthique. Bien entendu, on a fait la même chose. La même chose. Moi, je reste quand même un peu dubitatif par rapport à ces cellules qui se sont créées dans le sens où elles viennent un peu en chevauchement d'autres dispositifs qui existent. Mais c'est un autre débat qu'on aura à un autre moment. Et par contre, moi, je voulais vraiment aller sur ce que tu as dit, à savoir pour moi, et c'est un message que je martèle depuis des années, les lanceurs d'alerte de l'obstination déraisonnable, c'est les paramédicaux. Et plus on est proche du patient, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans un ordre qui est l'inverse de celui de la hiérarchie, enfin, en tout cas de la pensée de la hiérarchie hospitalière, c'est plus on va près du patient, et c'est-à-dire plus on est près de l'aide-soignant, plus on est dans la réalité de ce qui peut aboutir à de l'obstination déraisonnable. Et ça revient aussi, et je trouve que c'était intéressant dans le travail qu'il y ait je ne sais pas comment c'est le terme agent technique qui soit là, c'est-à-dire qu'on sous-estime ce que les patients peuvent exprimer à des gens dont ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision, et je pense que c'est important, et ça renvoie à un propos de Ruven Ogien dans son dernier livre, qui parle donc il a un cancer, et il parle du fait qu'il va aller voir son oncologue, et il dit, quand on a un cancer et qu'on va voir son oncologue, on se fait beau, et c'est un peu comme si on allait voir son juge d'application des peines. Et donc, en fait, quand il dit ça, c'est vraiment, les patients, ils vont exprimer des choses, mais pas au médecin, parce qu'il ne faut pas se mettre le médecin à dos.
Et donc, je pense que c'est vraiment important. Oui, mais moi, ça me fait penser, en fait, j'ai été psychiatre dans des services de médecine interne et en transplantation. Et je demandais toujours aux aides-soignants et aux infirmières qu'est-ce qu'ils avaient à me dire du patient. Malheureusement, plus le temps a passé et plus je tombais sur des aides-soignantes et des infirmiers qui disaient « je ne le connais que depuis hier » ou « je suis du pool, je ne peux pas vous en dire grand-chose ». Et c'était une autre manière de voir la déliquescence de ce qu'est une équipe en fait, hein, et de la connaissance effectivement du patient et du suivi du patient par justement les équipes paramédicales. Mais c'était, en ce qui me concerne, j'avais en tant que psychiatre, j'y ai beaucoup perdu, en tout cas par rapport au retour justement des... Je me permets juste d'ajouter, pour être moi-même paramédical, c'est pas si facile pour les aides-soignants et les infirmiers de prendre la parole dans une réunion, par exemple. Et en fait, c'est un travail de chaque instant et chacun de nous doit dire tu peux parler et tu dois le faire, mais on peut l'accompagner aussi. Les aides-soignants, pour les faire parler en réanimation, il faut vraiment leur dire vas-y, fais-le. Ce que tu as à dire, c'est hyper important. Et pas prendre l'info, vas-y, dis-moi et je vais le dire moi. Non. Et bon, je pense que les FEMPAL, ils sont sensibles à ça, mais. Mais c'est un tort. Oui, puis il y a aussi le temps de formation. Moi, je suis passée à un moment donné, j'ai connu effectivement des moments où on leur libérait 1 heure de leur temps pour qu'on explique, par exemple, ce que c'était que la violence d'un patient qui avait une hyponatrémie. Je veux dire, on peut toujours dire qu'on va porter plainte contre un patient qui vous a agressé quand il était hyponatrémique, mais enfin bon, voilà quoi. Et pourquoi et comment? C'était effectivement de donner du sens à ce qui s'est passé. Voilà, donc, et ce temps-là, c'est perdu. Enfin, je veux dire, c'est dramatique, quoi. Je veux dire, et ça crée aussi du lien d'équipe, ça faisait corps aussi dans l'équipe, parce qu'effectivement, il y avait les aides-soignantes qui venaient, les infirmières, il y avait les cadres. Enfin, bon, on était dans quelque chose qui donnait du sens au vécu du quotidien, y compris dans les agressions, par exemple, des patients, dans les évolutions, etc. Et ça, moi, j'ai vécu le fait que ça s'est arrêté par manque de temps au niveau des soignants. Voilà. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci beaucoup à Rudy Valentino et Pascal Forcioli d'avoir été en ligne. On a incroyablement dense. On s'est dit plein de choses. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire depuis ça. On est sûr qu'on va en faire quelque chose. J'ai mis mon mail, j'aurais pu mettre aussi celui d'Anne-Caroline pour que vous nous envoyiez éventuellement des suggestions d'initiatives autour du thème de la soirée. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci.